Aujourd'hui, le chantier est plus sauvage que jamais, c'est le tunnel. À peine de lumière, c'est le moment d'aller découvrir de nouvelles plumes. Ça fait quelques mois que plusieurs personnes, je crois notamment Léa, m'ont conseillé les textes de Clémentine Beauvais, et notamment Décomposés. Et en ce moment, en plus, ça me donnait le contrepoint qu'il fallait au boulot que je suis en train de faire en ce moment. J'ai donc acheté, je crois, d'occasion. J'achète beaucoup en neuf, mais aussi d'occasion. Donc Décomposé de Clémentine Beauvais, qui est chez l'Iconopop. Alors l'Iconopop, c'est une collection qui est dirigée par Cécile Coulon, alors que j'ai assez peu lu. Mylène voulait me la faire lire et m'en a même passé, c'est en cours. Voilà, ça va viendre. Et donc c'est ce livre assez joli, assez pop, qui est un roman poétique. Et c'est assez intéressant. Alors là, je viens d'écouter deux interviews de Clémentine Beauvais, une interview courte. Moi, pour moi, c'est un mot féminin, interview. Pour Mola en 6-7 minutes. Et je viens de lancer la grande lecture à la Maison de la Poésie, toujours pour la décomposer. Et je n'ai pas du tout fini celle de la Maison de la Poésie. J'ai dû en entendre moins de 10 minutes, mais je n'ai pas le temps, il faut que je tourne pour garder mon rythme hebdomadaire. Et en tout cas, là, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu entendre, et ça congrue complètement avec ce que je lis du texte. Ça se lit très très bien. On peut avoir peur parce que, roman poétique, c'est-à-dire là, on est vraiment dans un roman versifié, donc avec une forme de versification qui en plus est quand même pas mal versifié, mais vers libre, en gros. Alors, voilà, on n'est pas du tout dans le vers libre type prose poétique du Spleen de Paris, des petits poèmes en prose de Baudelaire, qui sont en fait vraiment des textes, vraiment placés dans le sillage d'Edgar Allan Poe. Là, on va vraiment se situer dans de la poésie formellement marquée, visible, montrée. Donc ça, c'est quand même un effet qui est assez rare, assez intéressant, et en même temps, on est dans un volume qui, en termes de volume, est assez court. Là, je crois que c'est dans l'interview Mola, Clémentine Beauvais parlait d'un format de novella. C'est quelque chose que j'avais abordé en parlant, ça c'est Mylène, du texte de Traduction vers le rose. Alors c'est pas une vidéo qui a eu beaucoup de succès, mais c'est quand même un texte qui avait eu un prix qui est très très beau. Le nom de l'autrice va m'échapper, mais enfin, en tout cas, qui va être comme ça sur un format roman court, le roman de 500 ou 1000 pages. Bon, ça, évidemment, ça m'arrange pas, mais est plutôt en perte de vitesse. Alors, ça m'arrange pas en tant qu'autrice, en tant que lectrice, ça m'arrange beaucoup. Parce que c'est quand même, il faut bien le reconnaître, dans une vie très chargée, les romans courts, c'est beaucoup plus vivable. Et voilà. Et donc là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'un spin-off baudelairien. Je reprends le terme employé avec des guillemets mentionnés par Clémentine Beauvais, mais moi, j'ai aucun problème avec les guillemets. Clémentine Beauvais, c'est une autrice qui m'a échappé assez longtemps, alors qu'elle est en fait quand même assez connue, et reconnue, et estimée du public, enfin. Et ça m'a beaucoup impressionnée, en fait, quand je suis tombée sur son profil. Et ça m'a montré un des grands écueils de la posture académique, pas de tous les académiques, mais en tout cas, malgré moi de la mienne, à savoir une certaine ignorance qui n'est pas forcément un mépris conscient, mais qui dans les faits méprise par ignorance, par négligence, les littératures jeunesse, enfants et adultes, ou young adultes, etc. Et donc c'est une autrice qui est très prolifique, mais dans le champ dit de la littérature adulte, qui a été... qui a moins d'ouvrages, et moi je dois reconnaître, d'ailleurs, là j'ai été chercher le texte marqué adulte, young adulte. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pose là. J'arrive pas encore, alors mais voilà, je garde un immense souvenir de mes propres lectures d'enfants. J'ai rattrapé un peu celle de Volodine, des écrits de Volodine sous le nom de Manuela Dreger à l'école des loisirs, et encore il m'en manque un peu. Mais là toute ma bibliothèque est emballée, donc pour le moment on n'y est pas. Volodine, prochain bouquin, sous pseudo évidemment, mais annoncé en mars je crois. Je suis tellement impatiente. Et les choses là, donc voilà, bon voilà, c'est clairement un champ, je vais pas voir quoi, et comme dans la BD contemporaine,
franchement, j'ai plus que des lacunes, quoi. Ouais, je veux dire, je suis encore sur l'héritage familial de ce que j'ai eu pendant mon enfance, et il y a un truc de temps en temps qui me tombe sous les yeux, en général par Insta, ou par les copains, les copines, les copains, et puis ça attrape, et sinon, bah, le reste, je sais pas. Et je sais pas comment faire pour avoir, et c'est pas que pour les questions d'âge, etc., mais là, c'est intéressant de le mettre quand même, de le mentionner, mais je sais pas encore quoi en faire, parce que, bah, très concrètement, j'ai pas non plus le temps de tout voir et de tout faire. J'ai déjà pas le temps de voir tout ce qui pourrait être rapproché de plus ou moins loin, on va dire, de littérature contemporaine générale, même si on prend que quelque chose autour du féminisme, et même en prenant féminisme avec une définition un peu rigoureuse. Je peux pas, j'ai pas le temps. Et, et notamment parce que moi, en fait, je vais en plus chercher des choses plus anciennes. Donc là, c'est quand même très très précieux qu'il y ait des gens qui défrichent, des journalistes culturels, des journalistes livres. J'aime beaucoup les recommandations de Pauline Le Gall, qui travaille notamment pour les Inrocks, mais qui a aussi sur son compte Insta et dans sa newsletter, enfin, si j'y pense, je la mets en description. Là, le numéro, la dernière, avec notamment un hommage à David Lynch, m'a beaucoup plu. Et des réflexions voilà, sur l'hermétisme des œuvres, ça rejoint un peu tout ça, même si là on n'est pas sur des questions d'âge. Pauline, elle travaille pas sur ces questions d'âge, mais il y a comme ça beaucoup de choses qui se mettent ensemble, qui s'emboîtent, qui sont pas simples, et bon, voilà, moi je sais pas comment on les attrape en fait, ou plutôt, j'acte qu'il y aura des ignorances, que je vais essayer de les repousser, mais il faut acter ces ignorances et donc des spécialités. Et que les spécialités sont en fait des frontières entre un savoir qui n'est pas forcément absolu et des ignorances qui sont des renoncements, quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça fait encore une grande intro pour parler d'une autrice dont finalement je n'ai lu à peu près que ça, mais je vais dire, ça m'a fait quand même vraiment bizarre de me dire, mais c'est vraiment bien, c'est en plus d'être un succès public, mais c'est vraiment, vraiment bien. Et, euh, et il y a encore quelques mois, je n'en avais jamais entendu parler. Alors depuis, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très envie de lire le... Putain, j'ai toujours une tête de... Alors, on va pas dire une tête de folle, mais une tête de bordélique. Le bordel, c'est pas juste dans l'appart, hein, c'est aussi sur ma tête. Le libelle, je sais plus si c'est... je crois que c'est un libelle façon tract Gallimard, mais libelle seuil, un truc comme ça. Pour un droit de vote à tout âge ou pour les mineurs aussi, etc. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, notamment pour la question de politisation de l'enfance, donc je vais y revenir à un autre moment. Mais voilà, enfin, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre, qu'il est intéressant de suivre. Décomposé avec une couverture comme ça, un peu... un peu pop, pas très si un peu figurative. Là, on a quand même des figures qui se dégagent, donc une silhouette qu'on peut reconnaître, mais enfin, moi honnêtement, ça n'a vraiment pas été immédiat. Donc on va dire, un du semi-figuratif pour gens réveillés. Enfin, on n'est pas du tout dans un design à la jeune poussin chez Grasset, blanche de chez Gallimard. Grasset, là j'en ai un, là c'est Garetta, enfin... dans l'espèce de couverture unie qui signe aussi certaines... alors j'allais dire, c'est pas seulement des classes d'âge, ce sont aussi des classes d'âge, mais ce sont des façons d'inscrire les livres dans un certain élitisme, qui passe par une sobriété très française. C'est pas forcément le cas ailleurs. C'est assez intéressant de le considérer en tant que tel, et notamment, par exemple, il peut y avoir des couvertures, par exemple chez Grasset, en jaquette qu'on enlève pour avoir le jaune derrière. Ouais, je sais pas toujours quoi en penser, honnêtement. Bon, en tout cas, c'est plutôt joli. Décomposé et eux peut être un titre résolument thématique, c'est-à-dire qu'il va parler de ce qui va être engagé dans l'œuvre, de ce dont il va s'agir. Ce titre, correspondant assez bien au projet, alors quand on n'a que le titre décomposé, ça va étonner, notamment parce que c'est un participe passé féminin. Et ça, c'est un peu par le EE, et ça, c'est un peu moins courant qu'un infinitif, par exemple. D'ailleurs, en y repensant, j'ai cru que c'était un infinitif. Je vais éternuer. Ça, c'est la poussière du chantier, je suis désolée. Non, ça passe. Et d'ailleurs, intéressant d'avoir choisi
une cursive attachée. Alors là, moi, j'ai des notations comme ça, mais ça, je pense que c'est pas imprimé. Je pense que c'est la personne qui a eu le livre avant moi qui les a laissées. Et sur la page titre, on n'a pas de sous-titres. Donc on a quelque chose comme un titre thématique qui annonce un thème, mais qui est quand même plutôt mystérieux, en étant un seul participe passé, et dont on peut dire quelque chose dans l'emploi qui semble un peu absolu, puisqu'on n'a pas d'auxiliaire. Par exemple, ni être, ni avoir, qui en aurait fait être un adjectif verbal, avoir un passé composé, ou surcomposé, etc., selon le temps de conjugaison de l'auxiliaire, mais qui, dans tous les cas, signe quand même globalement un aspect achevé. C'est-à-dire que quand on a un temps composé, l'aspect est achevé, et il est accompli, l'action est achevée, et quand on a un temps avec un seul radical, un seul verbe, un temps pas composé, un temps simple, on a un aspect inaccompli, c'est-à-dire que c'est en train de se faire. Et ça c'est intéressant parce qu'on a fait déjà presque quelque chose d'étonnant dans un emploi qui peut être celui d'un adjectif verbal ou d'un verbe transformé en adjectif par son usage, quelque chose qui pourrait être une troncature passé composé ou surcomposé, etc., et qui ferait signe vers un accompli. En fait, c'est comme si un état, qu'il soit une qualité ou le résultat d'un procès, était devenu en soi. C'est d'autant plus intéressant que là je parle de passé composé et que cet adjectif, enfin ce participe passé, c'est décomposé. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Pour le moment, c'est plutôt mystérieux. On peut avoir une lecture poétique, c'est-à-dire programmatique de ce que va être la lecture quand on commence à lire le début du texte, par ce qui est, en fait, une épigraphe mise en exergue, qui est un poème tout entier. Est-ce que c'est le poème en un... Non, c'est pas le poème en entier, c'est 2 strophes du poème. Ouh, elle est fatiguée, la mère Fayolle. On va le lire. Après, un petit peu de tisane. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Charles Baudelaire, Une charogne, les fleurs du mal. Et ça, en fait, c'est extrêmement précieux parce que, on a l'impression d'une épigraphe un peu standard, la citation qu'on va mettre à l'avant du texte, mais en fait, on est dans un spin-off, dans une espèce de prolongement de tout ce poème de Baudelaire, un prolongement, mais aussi un contrepoint, qui va passer par un changement de point de vue, un changement de personnage, de voix, d'à peu près tout, et ça va avoir des influences assez monstrueuses sur la narration. Mais aussi, je dirais, d'une certaine manière, sur la poésie. Donc, en fait, ce qui a l'air d'être simplement mis en exergue, c'est le point d'origine, si l'on peut dire, de l'écriture, son ancrage, qui est ainsi donné à toutes et à tous, au seuil de la lecture. Et en fait, ça permet d'égaliser la communauté des lecteurs, le public. Ça les égalise, non pas dans le sens d'une uniformisation, mais en fait, ça vous donne le niveau, ça vous donne le savoir dont vous avez besoin, et ça va éviter des effets de connivence hyper élitistes. Et en vrai, c'est un geste qui est assez important. Et en plus, moi, je peux dire, moi, j'aime évidemment Baudelaire, je l'aime en agaçant pas mal, mais je trouve également très précieux d'avoir, en fait, un rappel, un aide-mémoire, parce que ça... moi, j'ai pas une très bonne mémoire de la poésie, malheureusement. Et donc, on va avoir ensuite, avec des illustrations, aussi quand même assez figuratives, mais moi, c'est vrai que quand, en fait, j'ai le nez dedans, si je puis dire, moi, je voyais les points, là, j'avais pas vu que les points, donc, comme les impressions de sérigraphie, ça, c'est des effets warholiens, et je n'avais pas capté que c'était des morceaux de corps avant de le dire. Mais bon, moi, le nez au milieu de la figure, c'est toujours un truc que je rate, hein, Voilà. Et donc là, on a Détour d'un sentier 1855, enfin, on va avoir comme ça un ensemble de séquences. Mais là aussi, c'est écrit à la main, donc c'est peut-être un effet d'impression, je sais pas. Non, mais vraiment... Je sais pas si c'est parce que là, il faudrait que j'ai un autre exemplaire pour voir. Et on a, alors, sans table des matières, sans pagination,
C'est assez intéressant. Moi, c'est assez déroutant parce que j'adore les pages. Et puis, en fait, je sais pas à combien de signes on en est. Ça fait quand même ceci. Mais c'est très aéré comme c'est versifié. On a beaucoup de retours à la ligne. Mais c'est pas aéré comme les poèmes de Bonnefoy, par exemple. Enfin, pour prendre ça d'une manière un peu caricaturale. Enfin, il y a quelque chose voilà, enfin, c'est peut-être pas aussi long que ça en a l'air, mais il y a des effets un peu déroutants. Et notamment, moi, je trouve que c'est pas ultra simple, en fait, de pas avoir de pagination. Voilà, bon, ça c'est dit en soi. Et donc, on a comme ça un ensemble de séquences avec des titres et des dates. Et une des choses qui va être importante, c'est qu'en fait, ces dates, elles ne retracent pas un ordre qui serait, par exemple, chronologique. Ça, voilà, on va pas du tout avoir ça. Ce qu'on a, au contraire, c'est évidemment une rupture de linéarité, des changements de voix permanents qui vont amener à aller chercher autre chose. Donc, là, on a eu, par exemple, ce moment de l'exergue poétique. Là, on est marqué en 1855, on passera ensuite en 1820, donc on commence par des tours d'un sentier qui correspond parfaitement qui prolonge littéralement la vision de la charogne et donc du poème baudelairien. Ensuite, on a Montagne 1820. On aura ensuite Ravin 1821. Donc hop, des effets de chronologie, là. Détour d'un sentier 1855. Tac, tac, tac. Tout un monde lointain 1830, etc. Donc voilà, il n'y a pas Ça va d'emblée nous donner, ça va encore démultiplier des voix qui sont quand même elles-mêmes assez multiples. Et donc on a quelque chose de l'ordre d'une construction qui est assez virtuose dans ce texte. Entre un poème, le poème baudelairien, il est quand même assez court, et l'ensemble de ces textes qui vont en fait non seulement l'ouvrir par d'autres voies, mais qui vont le démultiplier aussi par ces questions donc temporelles, au fur et à mesure. Je vais lire un peu le début. Détour d'un sentier, 1855, et puis hop, on va voir comment je continue. Rappelez-vous l'objet, longue griffe forgée, pour aller décrocher, au fond du couloir rose de velours rose, un être. Une âme peut-être, miniature. Oh, j'en ai infligé des griffures. Ce nom curieux, ce nom de criminel, léger comme un nuage, faiseuse d'ange. Ce nom-là, c'était le mien. C'était. Nom de celle qui déracine au creux des amis et des sœurs, les graines plantées par erreur. Nom de crime comme une nacelle, d'osier, ouaté, qui rend au ciel ce qu'on a déchiré, au paradis toutes ces petites perles de chair, ces anges. Mes femmes, elles pleuraient parfois, souvent, parce qu'il faisait mal, cet objet-là, quand il s'insinuait en elles. Mais finalement, pas plus que tous les autres, pas plus que ce déferlement de chair blanche des hommes dans les nôtres, roses, depuis qu'on en a l'âge et même longtemps avant. Mes femmes, elles me remerciaient de les soulager, de leur dire ce qui est entré là va en sortir. J'allais cueillir cela avec d'infinies précautions, sans me piquer, sans trop défricher tout autour. Précisément. La mûre tiède me tombait dans la main et son jus de septembre. J'en ai éparpillé de ces petites billes, de ces tout petits étrangers. Où sont-ils maintenant, ces anges que j'ai faits, ces souffles minuscules? Leurs âmes et la mienne, désormais, sont comme des bulles. Je n'ai pas plus qu'eux mérité mon sort, mais je crois que ma mort, à moi, est quand même plus, disons, bizarre. Laissez-la à la vue des regards, des promeneurs et des poètes, des amoureux, laissez-la à l'assaut des bêtes. Et je crois que ces passants se demandent ton corps,
Est-ce que ce corps, c'est celui d'une bête ou bien d'un être humain? Il préfère penser une bête, c'est certain, même si l'on distingue des jambes, peut-être à un buste, à un reste de cervelle, gras comme du beurre, sous le couvercle éclaté de la tête, mais tout cela, est-ce une bête ou un... Non, faites que ce soit une bête, ou du moins préservez-nous de toute certitude. Empêchez-nous d'imaginer que des désirs humains aient un jour fait grincer cette ossature. Des peurs humaines palpiter cette peau, un cœur humain grelotter cette gorge. Disons, c'est une carcasse, quelque chose qui évoque des os s'entrechoquant chez un écarisseur. Pas le squelette d'un semblable, d'une semblable. Un frère, une sœur. Non, une charogne. Là-bas, une bête grogne, m'ayant arraché un morceau, qu'elle ronge de ses crocs caillouteux. J'entends ça sonner creux, râpeux. Comme le bois sous le canif des jeunes garçons qui se sculptent des flûtes dans les branches mortes. Les garçons ont eu droit au couteau, longtemps avant que, moi, j'ai droit à mon objet. Nous en reparlerons. Il sera question, beaucoup, d'objets coupants. En attendant, voilà la situation. Ceci n'est plus mon corps. Dans la mort, il est devenu celui de tout le monde. Il appartient, au détour d'un sentier, à tout le monde. Faites-en des poèmes. Je préfère cela à la tombe, à la pierre roussie de lichen. Je préfère. C'est ma dernière coquetterie. Toi, le poète qui passe avec ta muse sous le bras, brune et rose, comme une musette en bandoulière, tu feras l'affaire. Écoute ma musique, tandis que je me décompose, et pendant que je vous inspire, et pendant que vous m'inspirez, que votre souffle se sature de mes humeurs disséminées, juste avant que je disparaisse, absorbé par la terre et les bestioles, juste avant que le ciel ou la nature ou autre chose me rappelle. Laissez-moi me rappeler. Il faut de la concentration pour raconter. Toute une vie, le temps d'une promenade amoureuse, encourager celui qui contemple mon corps à se rappeler le sujet qui s'évapore ce beau matin d'été si doux. Mes anges que j'ai faits, où êtes-vous? Alors là, on a à peu près tout qui est annoncé et évidemment tout sera déployé. Assez étrangement, organiquement, dans un récit qui est en même temps celui d'une décomposition. Mais la décomposition, ça se fait en plein de vers, évidemment. Donc rien d'étonnant ni à la versification, ni à la multitude de ces voix grouillantes. C'est précisément le sujet que prend la forme. Cette première séquence, qui est à la fois liminaire et déjà le poème, ou le roman, ou les deux, met en scène un jeu poétique qui donc devient la voix principale du texte. Et Clémentine Beauvais signale dans ses interviews qu'elle avait l'idée de faire parler la muse, a priori plutôt Jeanne Duval si on a envie de trouver une clé, donc une maîtresse de Baudelaire, sur laquelle on sait assez peu de choses, mais il y a des écrits sur elle. Et même une BD, je crois. Mais finalement, elle va radicaliser le geste du pas de côté et de la voix d'outre-tombe, de la voix de la subalterne, en faisant parler directement la charogne. Alors déjà, au moins, plein de choses à dire de ça. Finalement, on va avoir quelque chose qui n'est pas seulement un spin-off, c'est-à-dire le prolongement en changeant de personnage, mais qui est également ce qu'on appelle en termes rhétoriques une expansion. C'est vraiment le sujet de rédaction de base du lycée du 19e, par exemple, ou début 20e. Voilà. Alors moi, je l'ai eu une fois en seconde, c'était dans une ville de Maupassant. Jeanne restait toute seule dans le noir en regardant Enfin, elle n'était pas dans le noir, mais elle regardait la lampe s'éteindre et après rester dans le noir, il fallait raconter ses pensées. Voilà. C'est assez classique comme exercice, c'est assez classique. C'est d'autant plus intéressant de voir que c'est précisément ce que fait une fanfiction,
et qu'on a donc toujours fait, même au sein de l'académisme, du cadre scolaire. Donc là, on a cette idée d'on va changer de voix. Mais on ne change pas de voix de n'importe quelle façon. Ce que l'on fait, c'est prendre, premier projet, la voix de la muse, c'est-à-dire la voix de qui n'a pas de voix, et puis le projet ensuite est de prendre finalement la voix de qui n'a réellement pas de voix, ou encore moins de voix, c'est-à-dire la charogne elle-même, qui est pourtant particulièrement indistincte dans le poème. Ça correspond, alors il est dit que c'est un texte impertinent et engagé derrière, oui, c'est profondément politique, c'est jamais politique, enfin, en tout cas ce qui m'intéresse dans les textes, c'est pas que ce soit politique dans le sens où les choses seraient prenez votre carte pour le Parti communiste ou rejoignez LFI, quoi, ça c'est pas très intéressant, et qu'on n'est pas non plus dans le roman à thèse. Toute la question est plutôt de voir et de savoir comment les textes parviennent à être, à employer des nouvelles formes pour qui, elles, vont montrer quand même une réflexion assez importante, intense, sur la dimension politique des formes établies, par exemple. Ici, en fait, ce que l'on a d'abord, c'est la réponse à la question: les subalternes peuvent-ils ou peuvent-elles parler ou peuvent-elles parler, de Gayatri Spivak. C'est un texte dont j'ai parlé régulièrement sur cette chaîne, et qui est un texte assez important on va dire, pour le postmodernisme actuel, et notamment les théories et les luttes décoloniales. Et la réponse de Spivak, c'est a priori que non. Mais la littérature permet malgré tout de donner des voix qui peuvent poser plein de problèmes à qui n'en a pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se joue cette question-là? C'est pas simple, hein. Là on est vraiment sur des questions qui sont particulièrement difficiles. Finalement, parce que ce qu'il y a derrière, c'est qui peut parler et de quelle façon, donc là, dans le poème de Baudelaire, c'est le poète qui parle, et qui, de manière en fait, absolument misogyne, fait dire à, on va dire, la muse ou la dame qui l'accompagne selon la tradition poétique, sa maîtresse, qu'elle sera elle-même aussi une charogne, et qui lui prête des émotions, notamment un évanouissement. Un quasi-évanouissement. Et donc on n'a pas le poème en entier. Et il me revient le poème, mais là je vais pas été le relire. Et donc finalement, déjà le geste de donner la parole à qui ne l'a pas dans le texte pour essayer de l'imaginer, permet, ne serait-ce que par la prise de parole, quand bien même elle compléterait celle du poète, de manière aussi ventriloque, hein. C'est une vraie question de donner une parole à qui n'en a pas. Et c'est une vraie gageure. Mais ça fait entendre quelque chose qui n'existe pas. Et là, c'est vraiment un mouvement wittgenstein. Si tu ne sais pas, invente. Voilà. Donc, par exemple, ce qui ne peut parler de manière, on va dire, politique, voire physiologique, ici la charogne, va parler par la magie, la performativité, la possibilité, tout simplement, de la littérature. Et là, la forme poétique versifiée et de roman poétique, elle a son sens. Le fait que ce soit court permet quand même que ce soit digeste, mais une longueur et une complexité et en fait une pluralité vocalique répondent ainsi à la seule voix du poète et à sa densité virtuose. Mais sa densité virtuose qui en fait prend la parole pour les autres, voire ventriloquise les autres, en désignant tout le monde et en rapprochant non seulement l'animal et la femme, mais en plus en les ramenant, en les égalisant complètement sous le sceau du cadavre, de la charogne, alors même que le poète ne s'imagine pas en tant que charogne. Comme s'il accédait à une éternité qui n'était pas pour ces pauvres êtres si naturels. L'animalisation, ici, elle est très nettement une figure, elle permet très nettement un surplomb poétique, c'est-à-dire en fait du jeu poétique baudelairien, qui n'est pas Baudelaire, mais qui est aussi Baudelaire. Et donc là, en fait, la prise de parole en elle-même, d'abord de la charogne, elle l'est dans ce moment politique par sa seule existence. Et ensuite,
Et donc le volume, la poésie, etc. Et c'est intéressant d'avoir un roman versifié quand on reprend l'auteur du Spleen de Paris, des poèmes en prose et de poèmes qui sont aussi des poèmes parfois extrêmement codifiés, très corsetés, qu'on trouve notamment dans Les Fleurs du Mal, etc. Donc là, hop, il y a tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant que Baudelaire est à la fois un poème qui semble très personnel et qui est en même temps très impersonnel, et je vous renvoie à la critique baudelairienne qui sera meilleure que moi. Et donc là, il va s'agir de donner d'autres jeux face à ce jeu qui est un masque, mais qui est en même temps prédominant. Tac, 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 tac. C'est tout ça qui va se nouer. Et finalement, l'ouverture, elle se fait par la narration la plus impossible, c'est-à-dire que finalement, là où on pensait avoir deux personnages, le poète et sa muse, il y en a un troisième, la charogne. Et c'est la charogne qui parle. Ce n'est pas au héron que je parle, dirait-on chez La Fontaine. Et donc finalement, on a ici un être, dont l'existence est pour ainsi dire niée par son statut de cadavre, par sa position, comme ça, au détour d'un sentier, et par son statut indéfinissable entre l'humanité et l'animalité. Ça, c'est déjà dans le poème de Baudelaire, finalement, mais c'est absolument pas exploré, notamment par la comparaison comme une femme lubrique. Si c'est comme, c'est que ce n'est pas. Et finalement, il y a déjà un premier pari ici de l'autrice, enfin, un premier, on est déjà au troisième, je pense, s'il faut faire des comptes, qui est de prendre littéralement la comparaison en en faisant une existence. Et donc, c'est une femme qui va se deviner ou se réindividualiser dans le cadavre. Et donc, dans cette voie d'outre-tombe, on va avoir toute une histoire à explorer, un passé, etc., qui va permettre aussi, par des adresses, de raconter la vie de la muse, supposément Jeanne Duval. Donc là, on a la multiplicité qui arrive, et une multiplicité qui est d'autant plus engagée que cette charogne, donc faite femme, ou refaite femme, ou à qui est donnée voix de femme, c'est aussi une façon de parler du statut inhumain des femmes, et en particulier des femmes racisées comme Jeanne Duval. En tout cas, elle est aussi placée du côté, on va dire, de savoir présenté comme féminin, un peu sorcier. Elle va être littéralement faiseuse d'anges, et cette œuvre poétique, faiseuse d'anges, littérale, c'est-à-dire qu'on va aussi aller rechercher ces anges en soi. Et ça, c'est complètement l'esthétique fin de siècle qui se nourrit de Baudelaire, qu'on va retrouver ici, et je vous renvoie à Evangeliastide et à sa thèse sur le fœtus, le singe et le monstre, j'ai dû le dire dans le désordre. C'était vachement bien, hein. C'est une très grosse thèse. Sur ces images donc décadentes, fin de siècle, qui voilà, sont ici et qui nourrissent aussi bien, enfin, donc, que Baudelaire participe à inventer, clairement, et qui nourrissent bon, ben, voilà, des esthétiques qui lui sont postérieures, mais aussi cette esthétique qui va rendre sublime une figure qui est habituellement triviale, qui est celle de l'avorteuse. Et l'avorteuse, et se faisant faiseuse d'ange, gagne ici une poéticité par la reprise, la remotivation de l'expression faiseuse d'ange. Ici, avec cette image du crochet, le crochet c'est le colporteur, au 19e. Ah, donc c'est une image qui est extrêmement triviale, encore plus triviale quand elle est placée du côté des faiseuses d'anges, et qui va s'inscrire directement et donc faire entendre avec elle les amis, les sœurs, et en plus, les anges. Et ça, grâce à son statut, finalement, de cadavre. Donc on a une narration impossible qui arrive ici de manière mais quasiment divinatoire, en fait, hein, puisque c'est... ici, c'est vraiment oui, alors j'allais dire c'est une voix de pitié, non, c'est plutôt une poésie psychopompe qui va faire parler les esprits. Un peu, alors, mais pas spirit avec le ridicule que peut avoir le spiritisme au 19e, plein de choses sont beaucoup plus intéressantes, je vous renvoie aux travaux de Stéphanie Peel, mais notamment il y a d'autres, mais là il y a tout ça qui est en train de se jouer dans le texte en fait, voilà. Quelle voix on fait entendre, et par une voix arrivent plein d'autres voix. On y est. Non, moi je trouve ça quand même assez beau, hein.
mes anges que j'ai fait, où êtes-vous? Et donc finalement, là, alors, et puis là, la figure donc, de cette charogne va devenir une figure sorcière, mais qui va être et inspirée à mon avis de la sorcière de Michelet, et qui en même temps en est très loin, parce qu'il va s'agir d'une figure particulièrement polymorphe dans le texte. C'est-à-dire que là, cette espèce de sorcière n'est pas tellement ramenée du côté de la nature, elle est à la fois proche d'un médecin, beaucoup plus que la sorcière est proche de la médecine, puisqu'en fait il y a une véritable séparation qui se joue dans la sorcière de Michelet. Et en fait ça rejoue pas mal la figure de la sorcière telle que la pratique un certain féminisme, en faisant une figure voilà, légèrement décalée, qui n'est pas forcément en opposition ou en guerre contre la médecine, mais qui va rejouer d'autres... enfin, qui va plutôt accueillir et rassembler, et réparer, être une figure de care assez magique, mais aussi donc sanctionnée, sans qu'il y ait cette dimension naturalisante que l'on a chez Michelet, par exemple. Et donc là, on voit déjà comment, finalement, le poème, puis l'expression, le mot donc, de faisance d'ange, joue un rôle matriciel, en tout cas de mise en branle de la poésie, c'est-à-dire finalement que les expressions sont prises au sérieux, sont littérales. Il y a une charogne, on va chercher une charogne. Et donc ce qui n'avait pas d'identité, finalement, a non seulement une identité, on aurait pu croire que c'était un animal, mais en plus une voix que l'on entend d'emblée. Et ça permet de moduler complètement l'horizon d'attente. Et évidemment que décomposer du titre va gagner autre chose, mais ce qui va être décomposé, on le voit aussi d'emblée, c'est la forme versifiée. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un vers qui est régulier, mais on va avoir de fréquents décalages dans les retours à ligne qui vont dessiner des esquisses de paragraphes, mais dont la fréquence est bien supérieure à celle, par exemple, d'un roman ou d'un texte d'idées. Et ce que l'on va avoir également, c'est des espèces d'effets de mise en discours second, d'insertion, par notamment donc, les alinéas, les retraits ou de soulignement. Alors par exemple, mes femmes, grand espace, elles pleuraient souvent, entre parenthèses. Et donc là finalement, on a comme une démultiplication d'un seul discours, qui peut amener des pauses, par exemple à l'oral d'un point de vue prosodique, toujours la poussière du chantier, mais qui va aussi, en fait, alors moi j'y vois une espèce, enfin j'y entends une espèce de délicatesse et un amumuissement de la parole, par exemple. Ça peut être une lecture, ça peut aussi être on ajoute, quelque chose de très oral, qui va rajouter donc des mentions, voire des épanorthoses, des corrections, parfois, souvent. Et ça va amener quelque chose, alors c'est pas une dramatisation, la dramatisation ça va intensifier le déroulement de l'action. Là, ce que l'on a, c'est quelque chose qui est à la fois plus pathétique, tout en affichant une certaine retenue, puisque le souvent, la véritable fréquence, plus importante, n'est dite qu'entre parenthèses, que par cette espèce de mise en retrait que fait la parenthèse. Et cette figure d'emblée est présentée sous le signe de son crochet, donc je vous ai parlé du colportage. Le colportage, c'est une grande figure métaphorique pour parler des littératures notamment réalistes. Le colporteur, c'est une des figures utilisées par Stendhal dans son commentaire là, sur le rouge et le noir, pour parler de comment comprendre le roman. Mais ce que l'on a là, c'est directement la narration de l'avortement par la mise en action, évidemment, de la douleur, de la délivrance et de ce qui est assumé comme la fin d'une vie, ces petites graines qui n'auraient pas dû germer par erreur. Ce qui n'est pas nier du tout l'avortement, ou vouloir l'interdire ou le rendre pathétique et donc immoral, il s'agit bien davantage en fait de montrer une pleine conscience d'actes pourtant nécessaires et qui vont amener aussi
en fait, potentiellement, enfin, qui vont aussi sauver. Mais c'est tout le paradoxe de ce qu'il peut y avoir dans le soin. Le soin, c'est pas forcément quelque chose qui fait directement du bien ou qui sont toujours faciles. Absolument pas. C'est très difficile de prendre soin des gens. Et de prendre correctement soin des gens. Par exemple, à la page suivante, que des désirs, des jeux d'espace humains, est un jour fait grâce à cette ossature, des peurs humaines, un cœur humain, et à chaque fois, en fait, les humains sont mis en colonne par ces jeux d'espace ici. Et ça va permettre d'avoir une espèce de soulignement par la typographie, et donc potentiellement par la prosodie, par la façon de prononcer. Et en même temps, ça joue sur l'agencement des vers, permet par l'effet de mise en colonne la répétition d'une humanité qui est pourtant niée. Ça, c'est pourtant intéressant de se demander qui est humain, qui est réellement humain, et donc qui a droit aussi à la parole. Ce que ne représente pas du tout la littérature. Un frère, une sœur, non, une charogne. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette non-reconnaissance de la charogne comme humaine, et en particulier comme sœur? Plein de choses. Donc en fait, là, on a une remotivation directement du poème baudelairien pour en montrer les ignorances et ces cités interprétatives, dit Yannick Chevalier dans un article consacré au journal du voleur de Genève. Mais, sauf si vous tapez Yannick Chevalier, ces cités interprétatives, vous tombez sur son compte HAL. Mais ça va nous amener ici, là, plus directement ça nous montre par la remotivation ce qui n'est pas dans le poème et ce que ça implique d'inhumanité que de ne pas reconnaître comme humain ce qui peut l'être. Et ça se fait au nom même, avec les mots mêmes de Baudelaire et des Fleurs du Mal, reprenant mon semblable, mon frère. Et ça, c'est vraiment c'est le premier poème, c'est le poème dédicatoire. Enfin, c'est pas la dédicace à Théophile Gautier, c'est le poème qui suit, me semble-t-il. Est-ce qu'il commence par le lecteur et après il est sur cette espèce de naissance poétique par une mère abominable, etc. C'est très beau, hein, les Fleurs du Mal, mais c'est absolument misogyne. Hein. En tout cas, ce que l'on va avoir là, c'est la reprise de ce qui fait semblable et de ce qui fait la communauté de lecteurs chez Baudelaire, qui est en fait une communauté d'hommes, c'est un box club Baudelaire. En élargissant la portée et en montrant en fait ce qui n'était pas vu comme semblable, soit la charogne, soit la sarre, qui sont complètement exclus de la communauté et qui sont ramenés dans cette communauté thématique, ce dont on parle, du propos poétique, mais aussi dans une communauté à qui on s'adresse. Et là, c'est ça, être inclusif. Et là, il n'y a pas de point médian, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas grave le point médian, mais il se passe tout ça. Un frère. Voilà. D'un semblable. Mon semblable, mon frère, hypocrite lecteur. Mais là, il n'y a plus d'hypocrisie. Ce qui semblait être de l'ordre de la découverte, de la révélation, voilà, ça part sur l'ennui, là, ça montre aussi la profonde négligence et l'indifférence. Ah, l'ennui des uns et fait le malheur des autres. Là-bas, une bête grogne ayant arraché en morceaux, etc. Et donc, finalement, c'est même le devenir cadavre décomposé. Finalement, en processus qui est aussi raconté. Et donc, ce qui se passe, c'est une forme d'analyse par la poésie elle-même de ce qui est en n'étant pas dans le poème. Ce qui est, par exemple, c'est la misogynie qui va ignorer les femmes, par exemple. Et c'est intéressant parce que ça, c'est profondément le poème. Les garçons ont eu droit au couteau longtemps avant que moi, etc. Donc là, nous en reparlerons. Plein d'annonces poétiques parce qu'on est dans un poème liminaire. Et donc, qui va modeler l'horizon d'attente et programmer la suite. Et là, moi, j'ai quand même envie de faire un sort un peu à cette suite. Toi, le poète qui passe avec ta muse sous le bras, brune et rose, comme une musette en montbéliard. Bon, mais ça, c'est hyper drôle, parce qu'on a une espèce de trivialisation, presque Maupassanttienne ou petit décadent, hein, façon Henri Séard. Qu'est-ce que c'est, la journée, j'ai oublié le titre. J'ai beaucoup aimé ce texte, on en parlera peut-être. Mais on se retrouve ici, avec des textes, avec un texte qui reprend complètement la charogne, parce que finalement c'est quoi? Ça raconte quoi une charogne, à part qu'on se balade et qu'on tombe sur un cadavre? Enfin, je veux dire, quand on se balade à la campagne, et d'autant plus dans les campagnes du 19e, c'est banal. Hein. Voilà. Bon, ça c'est toute la force de Baudelaire que d'arriver à mettre du sublime dans le trivial,
à montrer la trivialité absolue du quotidien, mais en lui donnant un immense éclat, etc. Bon, Spin de Paris, Fleur du Mal, tout ça, ça marche très bien. Mais ici, en fait, la trivialisation, elle sabre complètement la dimension sublime que donne le poète à la ballade, en le rendant vaguement ridicule. Toi, le poète avec ta muse sous le bras, c'est-à-dire que finalement, le cliché poétique, absolument repris par Baudelaire sans aucune question, puisqu'il s'adresse à une femme en lui disant en plus qu'elle est censée ressentir, ça va être très remis en question par non, moi je me suis pas du tout évanouie, etc., beaucoup plus poétiquement par la suite, mais qui montre toute la dimension ventriloque qu'il y a dans l'énonciation baudelairienne, peut-être qu'il y a réellement eu une balade entre Charles Baudelaire et Jeanne Duval, et que lors de cette balade, Jeanne Duval s'est sentie mal en voyant un cadavre. Peut-être. C'est assez intéressant de montrer que peut-être pas. Et la muse devient musette. Alors la musette, c'est un sac, en fait. Et ça, c'est quand même hyper rigolo d'avoir cette trivialisation qui ramène vraiment à l'objet. Et qu'est-ce qu'on a dans sa musette qui fait très chanson Brassens, en fait, et qui est beaucoup plus... qui sort complètement de la poésie baudelairienne et qui nous ramène plutôt à celle des goguettes, des chansons, des cabarets, enfin, et comme une musette en bandoulière, tu feras l'affaire. Et donc, il y a quelque chose de toi ou un autre, quoi. Et qui redimensionne la poésie de Baudelaire sans son surplomb, comme une voix parmi d'autres possibles, et qui va amener la mise en dialogue de Jeanne et de Charles. C'est plus Baudelaire. C'est qu'on va l'appeler par son prénom comme on appelle les autres, c'est-à-dire que le poète est en fait rendu personnage par le choix de la charogne. Et là, finalement, il y a aussi quelque chose qui va radicaliser le geste poétique baudelairien, en faisant parler non plus le poète mais la charogne, mais qui dans le même temps ridiculise complètement la poésie. Ça, c'est un geste qui est effectivement impertinent et en fait aussi très drôle. Et qui a une certaine dimension, je trouve, assez sublime. Et en fait, ça amène à... J'arrête pas de répéter, en fait. Mais ça amène des variations de style avec des moments, voilà, tu feras l'affaire. Tu feras l'affaire, c'est plutôt amusant, mais ça va avec d'autres passages qui sont, eux, beaucoup plus sublimes, comme ces anges que j'ai faits. Enfin, moi, mes anges que j'ai faits, où êtes-vous ? Ça, je trouve ça très beau. Et cet appel à d'autres voix, qui sont aussi celles de qui n'a même pas pu exister. Ça me rappelle beaucoup la chanson d'Anne Sylvestre, Toi qui n'as pas de nom, et qui prend au sérieux la question de l'avortement, non pas dans une optique antiféministe du tout, mais on pourrait faire une lecture antiféministe de cette chanson, mais c'est refuser de passer à côté de la complexité d'une question qui n'est pas qu'une question politique, qui est une question évidemment de santé publique, mais qui est aussi une question profondément intime. Et pendant que je vous inspire, et pendant que vous m'inspirez, que votre souffle se sature de mes humeurs disséminées, juste avant que je disparaisse, absorbé par la terre et les bestioles, juste avant que le ciel, ou la nature, ou autre chose me rappelle, laissez-moi me rappeler. Il faut de la concentration pour raconter. Et donc finalement, il n'y a pas la charogne qui prendrait le dessus sur les autres en dévoilant des ridicules, etc., mais une égalisation des voix et qui refuse le solo, les arias, d'une certaine façon, de Baudelaire, pour leur préférer le canon, le chœur, la multiplicité. Voilà, et qui finit en plus sur ceux qui n'ont pas de voix et une autre question. Je pense que c'est pas mal pour le poème d'aujourd'hui. C'est un texte qui m'a beaucoup plu, qui finit également par une espèce de mise en question... Enfin, c'est pas une mise en question, c'est beaucoup plus joli que ça. Mais qui interroge profondément et remet profondément en question les représentations féminines. Et j'ai envie de ne pas en dire plus en vidéo pour que vous alliez lire Décomposé. Parce que ce qui se passe, c'est bien sûr donc aussi une décomposition des structures versifiées attendues, aussi par leur longueur, très étonnamment, et par cette démultiplication complètement grouillante qui fracture la typification des figures féminines, typification qui ne peut que donner des clichés, répétés à l'infini et sans profondeur. Là, ce qui se passe, en donnant une voix à tout un chacun et toute une chacune, c'est tout le reste. Et je vous dis à bientôt.